Un anneau pour les gouverner tous. Un anneau pour les trouver. Un anneau pour les amener tous. Et dans les ténèbres, les lier. When the cold of winter comes, starless night will cover the air. Eternally believe and you will find your way. À Noël prochain, la plus fabuleuse histoire jamais contée prendra vie. Une vidéo pour les gouverner toutes, une vidéo pour les trouver, une vidéo pour les amener toutes, et dans les ténèbres, les lier. J'ai toujours rêvé de débuter une vidéo critique avec ce slogan, même si bon, on peut le dire, ça ne veut absolument rien dire ici. Voilà, donc le truc inutile de la critique du jour, c'est fait. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Aujourd'hui, on range les baguettes magiques et on remet le Nimbus 2000 dans le placard à balai pour se plonger dans un univers infiniment plus vaste que celui de Harry Potter. Aujourd'hui, un très gros défi m'attend. Revenir sur notre film du jour est une chose, tenter de percer les secrets de l'univers qui l'entoure en est une autre. Ceux qui, comme moi, connaissent l'œuvre de Tolkien savent à quel point ce qu'il a imaginé est vaste comme le monde. Aujourd'hui, je vais construire ma vidéo critique un peu de la même façon qu'avec ma vidéo sur Harry Potter. On va dans un premier temps se plonger dans la genèse du roman original écrit par J.R.R. Tolkien, et je dis bien du roman, comprendre la communauté de l'anneau puisqu'il s'agit de celui-ci. Nous l'étudierons et essaierons d'en faire ressortir toutes les spécificités, puis nous parlerons ensuite des différents projets d'adaptation qui ont fleuri pendant la seconde moitié du XXe siècle, jusqu'à ce qu'un certain Peter Jackson décide de s'y plonger. Enfin, seulement, nous ferons la critique du premier épisode de la saga du Seigneur des Anneaux. Aujourd'hui, je vais uniquement me concentrer sur cela. Nous aurons l'occasion dans de futures vidéos d'analyser plus en profondeur les deux tours et le retour du roi. Cela dit, rien qu'avec la communauté de l'anneau, on a déjà beaucoup d'éléments et de détails qui nous attendent. Je ne vais pas chômer, c'est moi qui vous le dis. Sorti le 19 décembre 2001, Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, réalisé par Peter Jackson, sera l'ultime long métrage sur lequel nous reviendrons pour l'année 2001. Donc aujourd'hui, en plus de revenir sur une œuvre légendaire, État Critique referme un chapitre de son histoire. Vidéo événement donc. Sans plus tarder, enfourchons nos destriers et galopons dans les vastes plaines de la Terre du Milieu. C'est parti pour la vidéo du jour. John Ronald Reuel Tolkien, plus communément appelé J.R.R. Tolkien, vient au monde le 3 janvier 1892 à Bloemfontein, dans l'ancien État libre d'Orange en Afrique du Sud. Sa vie sera dans un premier temps ponctuée de drames. Son père meurt en 1896 alors qu'il n'a que 4 ans et sa mère en 1904 lorsqu'il fête son 12e anniversaire. Tolkien et son frère Hilary sont alors adoptés par une tante. Son esprit vagabond et son regard sur la vie, mêlé à sa propre existence de celle-ci, deviennent un refuge qui alimente une imagination débordante. Au début des années 1910, Tolkien entrevoit déjà certaines idées, les bases d'un univers sur lequel il s'apprête à œuvrer. Ce qu'il ignore, c'est que tout ce qui arrive au compte-gouttes dans son esprit va définir l'intégralité de son existence jusqu'à sa mort en 1973 et même après. En 1914, il écrit les premières lignes de l'exceptionnelle mythologie du Silmarillion. Seulement, la même année, il est appelé sous les drapeaux car la Première Guerre mondiale vient d'éclater. Marié à Edith Bratt, il lui fait part de ses souffrances, ses craintes, sa peur de ne jamais la revoir. Finalement, Tolkien, contrairement à certains de ses plus proches amis,
s'en sortira. Et en 1916, suite à une maladie contractée dans les tranchées, il revient en Angleterre. En 1917 et 1920, ses deux premiers fils viennent au monde. C'est alors que Tolkien devient professeur de littérature anglaise à l'université de Leeds. En 1925, il retourne à Oxford, où il a fait ses études avant la guerre, en tant que professeur de vieil anglais. En parallèle, J.R.R. Tolkien œuvre sur des poèmes comme The Trumpets of Faerie, mais se consacre surtout à la rédaction des Contes perdus, un gigantesque recueil tout droit inspiré des légendes arthuriennes et scandinaves. La Terre du Milieu se dessine pas à pas. Enfin, il écrira également un grand nombre de livres pour la jeunesse qu'il dédie en premier lieu à ses propres enfants. Le plus connu d'entre eux sera le Hobbit. Nous arrivons en 1937 lorsque, sous l'impulsion d'une ancienne étudiante, J.R.R. Tolkien se décide à publier le Hobbit. Ce sera un très grand succès aussi bien critique que public. Son œuvre récoltera un grand nombre de récompenses et deviendra une référence dans la littérature pour la jeunesse. Tolkien, qui ne se prédestinait absolument pas à la célébrité, commence à faire parler de lui et ses travaux attirent l'œil de beaucoup de monde. Le Hobbit connaît un grand succès et l'éditeur de Tolkien presse celui-ci d'imaginer une œuvre sequel pour surfer sur la tendance entre guillemets initiée par ce premier livre. Tolkien en profite donc pour se replonger dans le Silmarillion, sa mythologie composée de légendes imaginaires. Je ne vais pas entrer dans les détails du Silmarillion parce que vous savez probablement comme moi qu'il me faudrait des heures pour tout détailler. On va donc rester sur l'essentiel. Le projet Silmarillion semble rigoureusement complexe pour les éditeurs de Tolkien qui parviendront finalement à convaincre l'auteur d'écrire une œuvre nouvelle, une œuvre originale. 12 ans, c'est le temps qu'il faudra à J.R.R. Tolkien pour rédiger la trilogie du Seigneur des Anneaux. Publiée entre 1954 et 1955, ces œuvres connaîtront un immense succès partout à travers le monde, et ce malgré des critiques qui à l'époque étaient, rappelons-le, assez partagé. Avec le temps, le Seigneur des Anneaux s'imposera comme une référence, pour beaucoup, l'œuvre du siècle, le sommet du génie littéraire d'un auteur doté d'une imagination incroyable. Le Seigneur des Anneaux est effectivement arrangé auprès des œuvres les plus importantes de Shakespeare, de Victor Hugo, des plus grands romanciers de l'histoire de la littérature. Une série de livres formidables dont on ne finira jamais de parler. Le Seigneur des Anneaux est composé de 3 tomes, la Communauté de l'Anneau, les 2 Tours et le Retour du Roi, qui ensemble forment un bloc unique. Les différencier pourrait presque paraître inutile dans la mesure où ils ont été imaginés dans un seul tenant. Ça ne va pas nous empêcher de le faire, histoire de n'oublier aucun détail. Tout ou presque a déjà été dit sur ce roman. Vous vous doutez bien qu'en 60 ans, il n'y a pas eu que moi à se plonger au cœur de ce chef-d'œuvre de l'heroic fantasy. Et encore heureux, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi ce titre s'est imposé comme une véritable référence en matière de fantasy, comment il est parvenu à rendre ce genre littéraire très populaire. Notons d'ailleurs que c'est le Seigneur des Anneaux qui a défini la fantasy comme un genre littéraire à part entière, très souvent copié, jamais égalé. Pourtant, on va le voir, le Seigneur des Anneaux et plus particulièrement la Communauté de l'Anneau, premier tome de la trilogie, possède certaines imperfections qui, sans remettre en question l'impact de l'œuvre dans l'inconscient collectif, peuvent quelque peu nuancer son excellence. L'occasion de rappeler que le livre parfait n'existe pas. Pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'univers bâti par J.R.R. Tolkien, le premier choc à la lecture de ce roman sera son immense, que dis-je, son exceptionnel pouvoir de l'imaginaire. On l'a compris, le Seigneur des Anneaux repose sur un univers imaginé et développé au fur et à mesure du temps dans la carrière de Tolkien. 12 ans, c'est le temps que l'auteur a mis pour consolider toutes ses créations et leur donner une cohérence. 12 ans, ce n'est pas rien. La Communauté de l'Anneau, en premier lieu, s'impose par le soin inégalable apporté au plus petit des détails créatifs. Et là, je ne vous parle pas encore de l'intrigue du roman, mais uniquement de tous les éléments en arrière-plan. Ça rend évidemment l'œuvre très riche, très complète, mais très complexe également. Le risque, évidemment, en créant une science artistique aussi détaillée que cela soit dans une généalogie. Chaque personnage possède ici un ancêtre sur lequel Tolkien est déjà revenu dans l'établissement de sa mythologie. Dans une culture, Tolkien a par exemple lui-même imaginé des langues entières avec alphabet, orthographe, grammaire et conjugaison, c'est de perdre le lecteur sous cette montagne de caractéristiques. Histoire, géographie, étude des cultures et des mœurs, rapport entre les civilisations, importance des mythes, des contes et légendes. Tous ces éléments présentent des sommes de spécificités dont il est impossible de prendre la pleine mesure sans avoir été confronté au moins une fois à l'œuvre de Tolkien.
Et là, on arrive à un petit problème dans le livre La Communauté de l'Anneau. Tolkien a construit son œuvre comme une véritable encyclopédie, ce qui peut avoir tendance à dérouter. Les non-initiés se demanderont certainement pourquoi la première partie du livre tente à vouloir décrire avec une telle minutie la vie quotidienne des hobbits. Si ce passage est essentiel à l'immersion dans l'univers de Tolkien, il peut aussi effrayer par cette surabondance de détails. L'idée est évidemment de s'imprégner de la vie quotidienne de nos futurs héros, Frodon, Sam et les autres, pour que la rupture avec les épreuves qui les attendent soit parfaitement définie et que l'on ressente évidemment mieux le poids et les changements qu'impliquera la quête de l'anneau. Néanmoins, narrativement, il ne se passe absolument rien. Et ça ne facilite absolument pas la lecture. Sans remettre en question les choix d'un génie comme Tolkien, une bonne partie de cette première partie aurait aussi bien pu figurer dans une annexe du Silmarillion, ça n'aurait pas bouleversé la narration de la Communauté de l'Anneau. Par contre, une fois que le livre se lance, que l'intrigue débute, que l'histoire commence, l'action prend le pas, les descriptions deviennent plus précises, plus ciblées, les situations s'enchaînent au rythme d'un métronome, sans discontinuité. Ça, c'est pour la forme. Sur le fond, la Communauté de l'Anneau fait ressortir tout le génie poétique de J.R.R. Tolkien. Syntaxiquement, Le Seigneur des Anneaux est écrit avec un sens aigu, du lyrisme, avec des phrases longues, portées et étendues. Évidemment, cet aspect ne facilite encore une fois pas l'immersion, et pour lire Le Seigneur des Anneaux, il faudra y mettre du sien, ne surtout pas le lire en diagonale, sinon ça ne servira absolument à rien. Le Seigneur des Anneaux, c'est pas le genre de roman qu'on lit uniquement pour se mettre à la page. Si clairement vous ne vous sentez pas capable de vous plonger dans un univers fantastique aussi complexe et fourni, passez immédiatement votre chemin. La Communauté de l'Anneau a une place particulière dans l'installation du mythe du Seigneur des Anneaux. Le roman se termine au moment où l'intrigue décolle réellement, sans forcément aller chercher dans le cliffhanger, puisque rappelons que les trois œuvres forment un seul et unique bloc logique. La Communauté de l'Anneau pose les bases d'une histoire qui, à suivre, proposera des rebondissements beaucoup plus épiques et intenses. Ici, nous ne sommes encore que dans une phase plus sage, où les enjeux se définissent les uns après les autres, où les personnages trouvent leur place, où les objectifs de chacun se dessine. C'est une introduction en bonne et due forme. Avec une somme incalculable de détails, oui, des personnages relativement classiques, certes, mais également particulièrement attachants. À ce titre, notons qu'on retrouve ici, comme dans Harry Potter et d'une façon beaucoup plus détaillée d'ailleurs, les bases du monomythe dans la quête du héros par Joseph Campbell. La magie opère, oui, pour peu que l'on prenne la peine de se laisser porter par le mythe. Je n'ai pas trop évoqué les différentes thématiques ou même le rapport au contexte géopolitique de l'époque. Le courage, l'amitié, la loyauté, le don de soi, la lutte contre les peurs intérieures, la curiosité, la soif d'aventure, le rôle de la nature sont, entre beaucoup d'autres, les sujets évoqués de près ou de loin par le Seigneur des Anneaux. Ce sont des sujets universels, tout simplement. Pas besoin d'en rajouter dans la complexité, là n'est clairement pas le propos de l'œuvre. Idem pour le contexte, puisqu'ici, il n'influe en rien la vision de Tolkien. Le Seigneur des Anneaux est une œuvre intemporelle, intergénérationnelle. La Communauté de l'Anneau, malgré un accès difficile, malgré un style d'écriture soutenu, lyrique, aérien, malgré un sens très prononcé pour les descriptions, ce qui joue sur le rythme de la narration dans sa première partie surtout, est une œuvre fondatrice. Un roman introductif essentiel. La base uniquement, la base d'un chef-d'œuvre de la littérature du XXe siècle. Le dernier tome de la trilogie du Seigneur des Anneaux est publié en 1955 et assez rapidement, certains producteurs, voyant l'engouement suscité par l'œuvre de Tolkien, vont chercher à adapter celle-ci au cinéma. Au fur et à mesure des projets avortés, le Seigneur des Anneaux, au même titre que Dune, va acquérir la réputation d'œuvre totalement inadaptable. La cause, la somme des détails, lieux et situations nécessite un budget pharaonique et évidemment, ce détail effraie les producteurs de cinéma. Cela ne va pas en empêcher certains de tenter de se lancer dans le projet. La plupart s'y casseront les dents. Comme les premiers, Ackerman, Zimmerman et Brodax, qui approchent J.R.R. Tolkien en 1957, 2 ans après la publication du dernier tome, pour une adaptation de la trilogie en dessin animé. Il faut savoir que Tolkien n'a jamais été réticent à l'idée de voir son œuvre adaptée au cinéma, à condition évidemment que cela soit fait correctement, avec intelligence. Et c'est à cause de ce point, ce tout petit point, que le premier projet cinématographique va capoter. Les 3 producteurs présentent des premières esquisses de dessin à Tolkien qui au départ semblent assez enthousiastes. Seulement au niveau du scénario, Tolkien est moins convaincu. Le projet Opération Ringslord, oui,
Opération Ringslord, c'est le titre préliminaire du projet, rien qu'avec ça tu sens déjà le truc pas crédible venir, propose des multiples coupes dans l'intrigue, des changements de noms importants, des différences dans les caractérisations des personnages. Tolkien en personne dira que le scénario est mauvais, tout simplement. Finalement, après un problème de financement du projet, celui-ci se casse la figure en 1959 et je pense qu'on peut s'en féliciter. En 1968, les Beatles, oui, les Beatles en personne annoncent qu'ils travaillent sur une adaptation live de l'œuvre de Tolkien. United Artists obtient les droits des romans en 1969 et engage un certain John Boorman, futur réalisateur d'Excalibur, pour réaliser les films. Le film, devrais-je dire, car à la base, il n'est question d'adapter Le Seigneur des Anneaux dans un seul et unique long métrage étalé sur 2h30. Au niveau du scénario, les différences sont encore plus importantes en comparaison au premier projet. Pour vous donner un exemple, Aragorn et Éowyn se marient à la toute fin, chose inimaginable pour le fan de la première heure, comme le fait de voir John Lennon jouer le rôle de Gollum. Oui, ça aussi c'était prévu. John Boorman va y ajouter son petit grain de sel en distillant en plus une ambiance érotico-philosophique au projet. Tu le sens le projet de merde? Eh bien t'en fais pas. United Artists l'a senti aussi. C'est pour ça qu'elle annulera cette adaptation au cours de l'année 1969 et là aussi, on peut s'en féliciter également. Tolkien décède en 1973, il ne verra donc jamais les différentes adaptations du Seigneur des Anneaux qui, elles, verront le jour. Il y a les adaptations de Peter Jackson, oui, mais n'oublions pas qu'il existe une autre adaptation, un peu moins connue du commun des mortels, qui nous a été proposée à la toute fin des années 70. Le Seigneur des Anneaux, cru 1978, réalisé par Ralph Bakshi, est perçu aujourd'hui comme une œuvre maudite du fait de son statut d'œuvre inachevée. En effet, à l'origine, cette nouvelle vision du Seigneur des Anneaux devait sortir sous la forme de 2 épisodes, le premier développant l'intrigue de la communauté de l'anneau et des 2 tours, le suivant s'intéressant au retour du roi. Seulement, l'échec commercial hautement relatif, soyons clairs, du premier volet poussera les producteurs à annuler au dernier moment l'adaptation de sa suite. Et là vous me dites, mais si, le Seigneur des Anneaux a une suite, elle s'appelle Le Retour du Roi et elle est sortie en 1980 sous la forme d'un téléfilm assez médiocre. Oui, mais non, car en fait Le Retour du Roi est ici la suite d'un autre téléfilm intitulé The Hobbit et sorti en 1977. On a un film tout seul d'un côté et une saga de 2 films, saga bizarrement foutue d'ailleurs, de l'autre côté. Sauf que la Warner Bros possède à ce moment-là les droits sur les 3 œuvres, donc pas folle la guêpe, elle va créer un parallèle entre les films, d'autant plus qu'ils sortent plus ou moins au même moment. Après tout, Le Seigneur des Anneaux de 78 s'inspire des 2 premiers romans totalement écartés dans la petite saga moisie. Vous comprenez? C'est comme si une boîte avait adapté Harry Potter 1 et 3 dans un bloc et qu'une autre boîte avait réalisé Harry Potter 2 en ayant quand même en tête de livrer sa propre vision du 3 sans pouvoir concrétiser ce projet et que la Warner Bros, dans un pur souci de cohérence commerciale, décide de réunir la totalité des œuvres dans un bloc logique sur la forme mais totalement opposé sur le fond. Toujours est-il que pour ce détail-ci, je vous recommande vivement Le Seigneur des Anneaux cru 1978, qui est une belle adaptation, relativement condensée et pas forcément très fidèle, mais brillamment réalisée avec soin et passion. Aujourd'hui d'ailleurs, on se souvient plus de ce film-là, à juste titre, que des 2 autres daubes réalisées avant et après lui. On regrette d'ailleurs que Bakshi n'ait jamais pu finir son œuvre, car en toute franchise, l'échec commercial de son film est très largement discutable. Les critiques, eux, étaient plus mitigées, ok, mais bon, on était tout de même assez loin du bide. Pour l'anecdote, Peter Jackson dira lui-même s'être en partie inspiré du dessin animé pour réaliser sa trilogie cinématographique sur laquelle nous arrivons désormais. En 1995, après avoir réalisé Fantôme contre Fantôme, Peter Jackson se met en tête de réaliser l'adaptation cinématographique du Seigneur des Anneaux. Avec le soutien non négligeable des frères Weinstein, Jackson négocie les droits d'adaptation de l'œuvre de Tolkien à Saul Zaentz, le producteur du dessin animé de 78. À ce moment-là, le projet de Peter Jackson est simple. Il réalisera 2 longs métrages sur le Seigneur des Anneaux et un autre sur The Hobbit. Seulement 2 problèmes. Zaentz a les droits sur le Seigneur des Anneaux, certes, mais pas sur The Hobbit. Et surtout, Universal Pictures propose à Peter Jackson de se plonger dans un vieux projet cinématographique qui traîne depuis des années, le remake de King Kong. En 1996, Peter Jackson abandonne donc Le Seigneur des Anneaux pour réaliser King Kong. Finalement, à la toute fin de l'année 96, Universal, voyant la mise en chantier d'autres projets concurrents similaires comme le remake de Godzilla, laisse tomber la production de King Kong. Peter Jackson est de nouveau libre et se replonge dans Le Seigneur des Anneaux.
Jackson et Fran Walsh écrivent 2 scénarios, La Communauté de l'Anneau et La Guerre de l'Anneau. Le projet est validé par les frères Weinstein, enveloppe 75 millions de dollars. Miramax prend alors peur. Au fur et à mesure des mois et de l'argent déjà investi dans le projet, la société se rend compte que 75 millions ne suffiront pas à finir le long métrage. Les frères Weinstein demandent alors de réduire ces 2 scénarios pour n'en faire qu'un et au final ne réaliser qu'un seul long métrage. C'est à partir de ce moment-là que Peter Jackson se rend mieux compte de cette réputation d'œuvre inadaptable que traîne le Seigneur des Anneaux depuis 4 décennies. 1 mois, c'est le temps que les frères Weinstein donneront à Jackson pour trouver de nouveaux investisseurs dans son projet. Il frappe alors à toutes les portes à Hollywood. Que des refus. Puis un jour, il frappe à cette porte-ci et là, la donne change. La New Line Cinema accepte d'aider Peter Jackson à condition qu'il réécrive Le Seigneur des Anneaux dans 3 scénarios distincts, ce qui au regard du nombre de romans paraît plus logique. Peter Jackson a désormais les mains libres pour réaliser l'adaptation qu'il souhaite pour Le Seigneur des Anneaux. La trilogie du Seigneur des Anneaux sera tournée intégralement en Nouvelle-Zélande, la terre natale de Jackson, durant 14 mois entre octobre 1999 et décembre 2000. Le budget est pharaonique, évidemment, mais il s'étale sur 3 longs métrages, 285 millions de dollars. Le budget de La Communauté de l'Anneau, lui, s'élève à 93 millions de dollars, ce qui est largement dans la tendance des gros budgets de l'époque. Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau sort le 19 décembre 2001 et sera un véritable carton au box-office. Il faut dire qu'on attendait ce long métrage depuis près de 50 ans. L'attente n'était pas importante, elle était presque démesurée. Si l'attente du premier volet de la saga Harry Potter s'explique par le phénomène de société ponctuel engendré par le grand succès des livres fraîchement publiés, l'attente du premier volet de la saga du Seigneur des Anneaux s'accompagne du statut légendaire d'une œuvre culte qui a bercé plusieurs générations. Le succès n'est ici absolument pas ponctuel, il est intergénérationnel et cela se verra évidemment au box-office. L'intégralité, je dis bien l'intégralité du budget de la saga du Seigneur des Anneaux sera remboursée uniquement grâce au succès du premier film. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, les 2 tours et le retour du roi seront forcément rentables. Et pas qu'un peu, on le verra à l'avenir. La Communauté de l'Anneau récoltera plus de 870 millions de dollars partout à travers le monde. En France, un peu moins de 7 millions de spectateurs se déplaceront dans les salles. C'est moins bon que sur Harry Potter, mais ça reste tout de même exceptionnel. Côté critique, tout le monde est unanime. Un très grand film. On va voir maintenant si mon avis est aussi définitif. On l'a bien compris, Le Seigneur des Anneaux était une œuvre très attendue au cinéma, attendue par plusieurs générations de fans, attendue par les aficionados de Tolkien, attendue par les professionnels du cinéma également qui connaissaient le défi immense que constituait le fait d'adapter ce chef-d'œuvre de la littérature. Je pense qu'il est assez difficile de quantifier le poids qui reposait sur les épaules de Peter Jackson, qui prenait tout de même le risque en cas d'échec de se cramer à tout jamais dans l'industrie. Adapter Le Seigneur des Anneaux au cinéma, ça revient presque à jouer à la roulette russe. C'est un sentiment que nous ne pouvons comprendre sans être devant le fait accompli. Peter Jackson a osé prendre ce risque. Un risque presque inconscient. Inconscient car il porte à lui seul sur les épaules la paternité de ce projet casse-gueule. Dans le cas de Harry Potter, Chris Columbus savait qu'il était soutenu par J.K. Rowling. Avec une telle marraine pour le conseiller, pour orienter certaines idées, pour retranscrire une ambiance, un rythme, son défi était en partie amorti. En partie parce qu'avec ou sans l'auteur, l'exercice de l'adaptation reste complexe. Mais là, pas de Tolkien. L'auteur est mort depuis plus de 25 ans. Jackson doit donc agir seul face au pavé qu'il a entre ses mains. Et autant annoncer la couleur tout de suite, Peter Jackson réussit haut la main son pari. La Communauté de l'Anneau et toute la trilogie dans son ensemble, même si on va se concentrer ici uniquement sur le premier volet, est une brillante réussite. Le meilleur blockbuster du début de la décennie 2000. Un choc, un bouleversement artistique d'une ampleur incroyable. Le premier élément qu'il faut absolument mettre au crédit du génie de Peter Jackson, c'est sa clairvoyance. En tant qu'adaptation, La Communauté de l'Anneau possède certains petits détails qui diffèrent du roman, c'est vrai, par exemple simplement la suppression du personnage de Tom Bombadil, mais ici ce ne sont que des détails qui dans le cadre de cette adaptation n'auraient fait qu'alourdir le propos général de l'œuvre. Peter Jackson passe soigneusement à côté de l'adaptation pure et dure, tristement linéaire du roman original, contrairement à Harry Potter à l'école des sorciers qui lui peine à se détacher de l'influence de l'œuvre de J.K. Rowling. Comment Peter Jackson parvient-il à ce résultat ?
Dans un système de description brillamment effectué, Peter Jackson arrive à reconstituer l'esprit poétique et vagabondeur de J.R.R. Tolkien dans ses films. Il intériorise l'amour de Tolkien pour son art et le retranscrit en images à l'écran dans un style qui n'appartient qu'à lui. Et à partir du moment où l'âme des œuvres de Tolkien est avec brio réinventée devant la caméra, Peter Jackson, qui a mis toute son énergie dans cet élément-ci, sait qu'il pourra se permettre de laisser passer certains petits détails qui ne seront absolument pas dommageables à l'établissement logique de l'univers de son film. Peter Jackson, véritable artiste aux convictions solides doublé d'un visionnaire exceptionnel, propose des images, des plans d'une beauté incroyable, notons la parfaite symbiose des effets visuels numériques au plan en décor naturel. Si la communauté de l'anneau dans un premier temps fonctionne autant à l'image, c'est aussi parce qu'il réunit tous les meilleurs éléments possibles et inimaginables. Et là je pense il est nécessaire de rendre hommage au travail de son équipe technique, du poseur de câbles au cadreur, du chef opérateur au maquilleur, du costumier à l'armurier, qui tous y mettent leur cœur et cela se voit dans la minutie de chaque détail en présence à l'écran. La communauté de l'anneau est un film grand spectacle, mais sa magnificence n'a d'égal que sa tempérance. Le livre de Tolkien est porté par un esprit poétiquement désabusé, une mélancolie lyrique qui reflète la situation de crise qui règne sur la Terre du Milieu. Cet élément, ici, est repensé. Par des plans longs et contemplatifs, une partition aérienne et magnifique composée par un Howard Shore au sommet de l'Everest musical, une lumière, une couleur, des jeux d'ombre, etc. La communauté de l'anneau est une œuvre sobre, calme, visuel, qui prend le temps de donner à chaque élément une place, une description, une situation. Quand on entre dans le film de Jackson, dès les premières minutes, on sait que l'on va vivre une expérience cinématographique d'une ampleur majeure, du grand cinéma. Vraiment, j'insiste sur ce point, car nous verrons qu'au cours de la décennie, les œuvres de ce calibre seront très rares. User des plus beaux éléments d'un art, ici du cinéma, au service d'une œuvre aussi légendaire, c'est une prouesse incroyable. En tant que cinéphile, visuellement, Le Seigneur des Anneaux, c'est le rêve absolu. C'est le blockbuster parfait et ultime. Il n'y a pas d'autre mot. Passé ces points, on va s'attaquer à un élément qui aurait tendance à titiller. Mais ça, à la limite, ce n'est pas un détail qui, en mon sens, dépend des travaux de Peter Jackson et de son équipe, mais de l'œuvre originelle. On a vu tout à l'heure que le roman La Communauté de l'Anneau est une base introductive avec tout ce que ça comporte comme qualité, mais aussi comme défaut. Le véritable défaut du livre, si on peut évoquer cela en ce terme, c'est de n'être justement qu'une introduction, ce qui exclut donc un envol de l'intrigue, un mouvement de rebondissement haletant. L'idée même de l'introduction, c'est de mettre en place ce qui plus tard fluctuera au rythme de l'intrigue. Dans toute œuvre, quelle qu'elle soit, l'introduction est essentielle, sinon derrière, pas de rebondissement, pas d'émotion, pas de rythme, rien en réalité. En tant qu'épisode exposition, La Communauté de l'Anneau peut souffrir de ce statut si on l'observe comme si les Deux Tours et le Retour du Roi n'avaient jamais existé. Évidemment, quand on s'enchaîne les trois œuvres d'affilée, le bloc est logique et donc ce problème narratif, si on peut parler d'un problème, ne saute pas aux yeux. Ok, je cherche la petite bête, mais le but est surtout de vous faire comprendre qu'on sera beaucoup plus attentif et pris au trip dans les Deux Tours et surtout dans le Retour du Roi que dans La Communauté de l'Anneau parce que justement l'intrigue va par la suite beaucoup plus en profondeur. Un mot rapide sur le casting, grandiose. Les performances sont exceptionnelles, de Frodon à Gandalf en passant par Aragorn, Galadriel, Sam Gamgee, etc. Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen et tous les autres s'en tirent avec les honneurs. Je leur tire mon chapeau et je m'incline devant eux. Insuffler autant de passion dans des personnages aussi archétypaux promulgue à ces derniers une profondeur sans nul autre pareil. Le final de La Communauté de l'Anneau m'a fait pleurer à chaudes larmes, essentiellement grâce aux interprétations sincère des comédiens. Brillamment dirigé par Peter Jackson, on y croit parce que eux y croient. Et c'est tout simplement magnifique. En conclusion, Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau est d'après moi, avec Mulholland Drive arrangé dans un registre à part, le meilleur long métrage de l'année 2001. C'est difficile d'analyser une œuvre qui réussit tout ce qu'il entreprend à tous les niveaux et toutes les échelles, être à la fois un film hautement cinématographique et également être doté d'une profonde intelligence, d'une cohérence et d'un amour indiscutable pour un univers préexistant, univers légendaire je le rappelle, c'est une prouesse artistique. Les quelques instants de bravoure de La Communauté de l'Anneau laissent présager une révolution visuelle pour les Deux Tours et le Retour du Roi. C'est donc avec une immense joie que je me plongerai dans ces œuvres lorsque nous y reviendrons dans quelques temps. Pour conclure sur l'année 2001, le cinéma et plus spécifiquement le cinéma hollywoodien nous a proposé des instants exceptionnels. Mulholland Drive, Battle Royale, Grégoire Moulin, The Pledge, Some Voices, Shrek, Roberto Succo, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, À la rencontre de Forrester,
Joker, Requiem for a Dream, Trafic, plus tous ceux que j'ai oubliés, plus tous ceux sur lesquels je ne suis pas revenu dans le cadre de vidéos critiques. Après 58 vidéos critiques sur 58 longs métrages sortis en 2001, 58 films provenant de tous les horizons, 58 films qui auront été pour certains de véritables calvaires à analyser, pour d'autres une franche partie de rigolade, on boucle l'année 2001 sur un chef-d'œuvre. Que demande le peuple? 2001, c'est aussi un drame, le 11 septembre, qui aura des répercussions non négligeables sur l'avenir du cinéma américain, mais également plus globalement sur le cinéma international. Nous tâcherons de revenir en détail sur cela dans une vidéo très spéciale qui déboulera prochainement sur la chaîne. Je vous donne donc rendez-vous pour cette prochaine vidéo événement. Je vous dis bye bye, allez au cinéma, rematez-vous le Seigneur des Anneaux, et à la prochaine! May it be an evening star.